Bonsoir, bienvenue pour ce live de We the Power avec Patagonia et le Festival du film vert. On est ici à la Maison de la Rivière à Aubonne en bonne compagnie, notamment il y a des oiseaux, il y a des crapauds. Et puis il y a surtout nos invités, donc Monica Servalos, la coprésidente de l'ASEC, Christophe Widmer de Demain la Côte et surtout d'Optima Solaire la Côte. Et puis Daniel Schaller de l'AEE Suisse qui prendront la parole tout à l'heure pour réagir au film et puis surtout pour vous donner envie de vous impliquer et d'imiter en fait les exemples qu'on verra dans ce film. Ce qui est important ce soir, c'est que comme on est en live, vous avez la possibilité de poser des questions dans le chat. Vous verrez, vous pouvez écrire pendant le film, après le film. Vous pouvez participer et puis ce sera l'intérêt avec ces spécialistes, ces personnes qui sont là pour répondre à ces questions et voilà, pour échanger avec vous de manière un petit peu virtuelle, voilà, mais réelle quand même. Et voilà, donc je crois que c'est tout pour l'instant. Il y a aussi le site We the Power de Patagonia sur lequel vous pouvez aussi aller chercher des renseignements, peut-être plutôt après le film. Des renseignements pour vous engager, pour rejoindre, investir et construire, c'est le slogan de Patagonia. Voilà, pour un peu voir les modes d'emploi, pour comment faire ce genre de coopérative citoyenne pour faire de l'énergie locale et écologique. Voilà, le film dure 35 minutes environ et puis on vous retrouve juste après pour échanger avec nos invités. There's two forms of energy. You have the electrical energy and you have the human energy. It blasts through anything. It can go around the problem like water. Kann man so sagen, ja. Wirklich eine Erfolgsgeschichte, Wahnsinnsgeschichte. Das hat angefangen mit einer kleinen Bürgerinitiative. 10 Leute bei meinen Eltern am Esstisch. Ja, und irgendwann stieß auch der Pfarrer dazu. Er hat gesagt, wir planen auf unserer Kirche ein Solardach. Da hat das Landesdenkmalamt gesagt, wieso? Auf diese Kirche kommt kein Solardach. So dass wir gesagt haben, das wollen wir doch mal sehen. Und haben dann die ersten 4 Module einfach ohne Genehmigung auf das Kirchendach geschraubt. Jetzt haben wir hier eine schöne Kirche mit Solardach. Ich habe damals erfahren, dass es wahnsinnig viele tolle Menschen gibt. Und da haben auch immer mehr Leute mitgemacht. Wir machen jetzt hier unsere eigene Energierevolution. If you look at revolutions that succeeded, the initiatives taken by citizens. Most of the people still don't trust the big companies to solve the problems of the people. The global economy has gone mad, and the local economy is dying. Farmers don't earn enough, they leave. There's no hospital, there's no internet. We have the problem of energy poverty, climate change. We have big problems. But I strongly believe that when you show people that by working together, by cooperating, that we can take control of the energy production of the future. Solve so many problems. Können wir ihnen trauen? Können wir der Großindustrie trauen? Interessante Frage. Mein Gefühl würde sagen, nein. What do I have to do? We're talking about you. What makes you tick? Yes, I don't have a rational explanation. No one ever comes
comes out and goes, you know what? We should just frack this puppy. He's ready. You ready for this? Yeah. Years ago, we found an old derelict ruinous mill. And then they told us, yeah, this is not only a mill, but it also produced electricity until 1968. And so we had this crazy idea there. Ten years ago, we created renewable energy cooperatives called EcoPower to help citizens create energy from the wind and sun. In the beginning, it was a lonely fight. We were only a handful of people, and people laughed at what we were doing. And now we have 60,000 members, publicly owned and not for profit. It was a success. And we wanted to promote the model around Europe. And so we created a European Federation of Citizen Energy Cooperatives, Renewable Energy Sources Cooperatives, which is called RESCOOP. And now it represents about 1,500 of these energy cooperatives. Every month we have new members. I was very honored that last year they chose the Energy Rebel of the Year, and I was chosen as their rebel. I'm very proud of it. My name is Dirk van Sint-Jan. Why do they call me a rebel? Because I'm trying to promote ideas that are threatening to the existing way of doing things. When the electricity came to the countryside, it happened in a very decentralized way. Often it was a windmill, a water mill, a factory with a steam engine that started producing electricity, and they supplied their neighbors with it. And that's how Europe was electrified. Energy cooperatives were created to solve a problem. But then electricity became more than light in a house. It was driving engines and factories. So countries thought it was very important that there was security of supply. So they favored centralization, coal-fired power plants, nuclear power plants. So now we have a centralized system in almost every country in Europe. This whole system is fueled by uranium from gas, oil, coal, hydropower. It delivers its electricity to the high-tension grid, and then it goes to the people in their homes. We have to buy it. And the money goes out of their community, out of their local area. The producers, they are mainly monopolies, privately owned. And the money goes abroad. And so now we go to a very different decentralized system. The grid is owned by the local people. There are wind farms and solar panels in the fields. The roofs are full of solar panels. Most of the electricity that is produced is consumed at home. It's stopping the drain of money going out, and then the money accumulates. And it's spent locally, and people decide what they will do with the profits. The community ownership is the key. This is the concept of community energy. So this is the bright, decentralized future we are working on. What really struck me when I was very young was that most of the people still thought, yeah, we have no problem with energy, yeah? So they just built nuclear power plants. I think in a lot of countries where nuclear power was installed, it was a sort of a religion. Believe nuclear power, we will have energy for free. That was in the 70s, that was the story. Soon electricity will be for free. Viel darüber geredet, dass das eine Technologie ist. Das kam schon relativ schnell in den ersten Tagen.
Meine Eltern würden selber sagen, die waren früher absolut obrigkeitshörig. Ganz Europa steht voller Atomanlagen. Damals war ja Atomkraft noch in der Mehrheit akzeptiert. Wir haben nichts mit Umwelt zu tun gehabt. Wir haben uns mit solchen Dingen gar nicht beschäftigt. They were building nuclear power plants without permit. They just built it. Spain and Denmark, France and Germany, they're everywhere. But now we know it was naive. Und dann kam Tschernobyl. Und das ist wie eine Bombe eingeschlagen in unsere Familie. Da war ich 9 Jahre alt, da habe ich natürlich nur noch so blitzlichtartige Erinnerungen. Bei meinen Eltern, mein Vater hat in meiner Erinnerung, das war Fassungslosigkeit. Wie kann denn sowas passieren? Atomenergie ist doch sicher. Das kann doch gar nicht passieren. Und wie kann diese Radioaktivität über Tausende von Kilometern hierher kommen? Da kam die Nachricht aus Schweden. Das war für mich die erste Nacht in meinem Leben, wo ich überhaupt nicht geschlafen habe, weil mir das da wirklich wie die Schuppen vor den Augen gefallen ist, was das bedeutet. Ich kann mich daran erinnern, dass die Hilflosigkeit unserer Eltern, die Ratlosigkeit, dass uns das als Kinder Angst gemacht hat. Man sieht diese Bedrohung nicht, man riecht sie nicht, man schmeckt sie nicht. Das war sehr unheimlich. Kann ich mich noch erinnern, dass ich in dieser Nacht schlecht einschlafen konnte, weil ich dachte, ich müsse jetzt sterben? Ich sei total nuklear verseucht und müsse jetzt sterben. Ja. Die haben bis zu dem Tag geglaubt, dass Atomenergie sicher ist. Ich habe das Gefühl, wir Menschen haben die Erde mit unseren problematischen Wirtschaftsweisen wirklich an den Rand einer Katastrophe geführt. Ich möchte gerne Teil der Lösung sein und nicht Teil des Problems. Auch da können wir uns nicht auf Regierungen oder große Konzerne verlassen. Wenn wir das erkannt haben und das wahrnehmen, ja, es liegt letztlich an uns allen. Over the past 20 years, the centralized energy system has created many big problems. In Europe, quite a lot of people have difficulties in paying their bills, their energy bills. It's the problem of energy poverty. In the UK, we have a system built over the last 100 years of centralized energy owned by these big corporates who have no responsibility to the individual communities. They're all conglomerates that own everything. Then at the same time, so many people are struggling, stuck between the dilemma between I heat their home or I eat food, which one do I pay for? Quite often didn't necessarily have the groceries that we needed because we had to put that money towards heating, especially in the winter time. I mean, there's lots of elderly people that are dying because they're afraid to put the heating on because they know then the bill's going to come, they won't be able to afford to pay it. And one of the things that I really noticed is that a lot of the young people, they feel disengaged from society. They feel that whatever happens, it's not for them. I've seen so many people without any opportunity or hope. This is not an energy issue. This is about global capitalism out of control. Individuals see the future of their young people being taken away for profit. The question is, how do you embed these kids into society and give them a chance, not a way out of their communities, but a way into society? What we have to do here is level the playing field. "200 years ago, coal miners were trying to fight against the big coal companies who were putting them into serfdom. And so coal miners built a cooperative.
that would allow them one vote, one shareholding, so that no matter how much money you had invested, you'd have the same say as your neighbor. They were taking control of their own future in the face of corporate forces that were so powerful. And that's what we need in the UK right now. Not with coal, but through community-owned renewable energy. So just like I explained, there's a positive and the negative side. So when you connect two batteries together, you're going to connect the positive side of one battery to the negative side of the other. It's very empowering. Something that we've built is able to power ourselves the same way gardening. You can kind of maybe grow your own tomatoes. You can create your own electricity. Essential things that you need to live, you can have the power in your own hands to control them. So when the community comes together to form a project of a renewable energy, it means that they own power, so it's their money and it's their energy. It's just like a continual cycle that they don't have to rely on the government to be paying for them. They can just do the thing themselves, get their energy for themselves. Okay, so everybody show us your strings you've been working on. Show us the strings you've been working on. Mine is work. In Brixton, we had a whole bunch of people who said, we want to reduce fuel poverty, so we're going to give people energy advice, and we're going to do installations of measures into people's homes. So any revenue that comes off of the solar panels on the rooftop, sells into the building, that revenue goes into the community. Okay, hello, that works. So you now have 2 sets of 6. We want to create a project that's going to deliver power to, for, and by the people in Brixton, and to help propagate that across London, to get expanded into larger estates on the rooftops across the UK. Through my work and my history, I learned that the energy transition only will succeed if citizens are given, for instance, the right to put a solar panel on their roof and to use the electricity themselves, and that the excess goes to the grid and that they get something for it in return. So when we examined what the turbine would produce, it would produce enough for more than 100 families. And so we wanted to sell the excess electricity to the grid. And we went to the distribution system operator. And we said, well, we can't use all this electricity. Can't we sell it to the grid? What will you give us? So if you want to get rid of the electricity, you will have to pay us to get rid of it. Yeah, there's a confrontation, of course, because when people make their own energy, the incumbent big energy companies, they lose income, and they don't like this, of course. Yeah. Fighting these energy companies, that's one of the big challenges that everyone would encounter when they try to do something similar with an energy cooperative. De joveneta vaig escollir, soc enginyera industrial, també perquè per canviar el món d'alguna manera, coses que tinguessin un impacte, no? Quan vaig descobrir de gran que hi havia energia renovable, no, vaig pensar, ostres, doncs és que s'ha d'anar per aquí. Al principi de tot, que nosaltres volíem tenir la nostra generació i vam començar amb petits projectes fotovoltaics sobre teulada. These are my solar panels. Join us, become a member. We are called Som Energia. The electricity company said if some people are going to put solar panels on their roofs, it's one consumer less. And we already have not enough consumers. We need more consumers. And the government didn't want it basically because the big companies in the field said, el govern que hi havia en aquell moment no era massa de com no afavorir el renovable. I va implementar el que en aquell moment li deien l'impuesto al sol. So I would put a few panels on my roof, I would consume the electricity from my panels, and for this consumption I would still have to pay to the system a certain amount per kilowatt hour. I que ens vam trobar que no sabíem com continuar
produint la nostra electricitat. A big company making a few billions will keep turning out every trick they have in order to protect the profitability of their business. And it was an effective way to sabotage the whole sector. Veiem que hi havia aquí, han llançat d'alguna manera els lleons. Em costa realment ser optimista. La lluita contra el canvi climàtic és un repte tan gran que tenim que no volem deixar-ho en mans, no?, d'aquestes grans corporacions, que pensem que els ciutadans, les persones, hem d'estar al centre, no?, d'aquesta lluita. Jo sé que tenim l'obligació de ser optimistes. Community energy can only thrive if there is an economical and legal framework in which it can thrive. And to bring community energy from the local level to the European level. And so we need people to change the law so that we can compete. The big energy companies have an incredible amount of power. They have armies of lobbyists and lawyers that put them in the position to maintain their market share. My name is Josh Roberts, and I am the Advocacy Officer for the European Federation of Energy Cooperatives. I started my career fighting windmills. And a few years later, I've actually changed my stance on that because I saw the community energy movement as an incredible opportunity to decarbonize the energy system, to fight against unmitigated commercial aspirations, and empower everyday citizens. So we really saw the need to put policy in place at the EU level to make sure that citizens do not lose their place at the table. The Clean Energy Package is exactly what it sounds like. It's a package of clean energy. This package consists of maybe 8 different pieces of EU legislation that include market-based rules for renewable energy production and energy efficiency. The European Union said we have underwritten the Climate Change Convention. We need to reduce our energy by 25 to 40% in 2020 to do the minimum, but they were not acting. And that's why we need a clean energy package. It's very game-changing, but it's important that we get language in there that says that anybody participating in the market needs to be treated equally. So we need a government that brings a level playing field. This is just a revolt against the energy system itself and saying we can do better. It is a coup. It's a coup by citizens. It's citizens actually engaging in their policy-making process. Within the clean energy package, and even still, we were far outnumbered by the armies of the energy companies. This was like a David and Goliath situation. So I try to be as optimistic as possible. I have to be. ¿La actual crisis económica la están sufriendo las empresas energéticas igual que los ciudadanos? No, para nada. Recordo perfectament que es va fer un documental a la televisió espanyola que era focalitzat sobretot en aquest tema de l'oligopoli energètic. La setmana després, els telèfons de Som Energia és que no paraven de trucar, I aquell moment va marcar un abans i un després també a Som Energia. Al veure com hi havia tots aquests poders d'alguna manera influint en les polítiques energètiques, Espanya era en el moment en què la crisi financera i això també va fer que la gent perdés molta confiança en el sistema econòmic, que la gent realment també estava en un estat d'això, necessito els meus pocs estalvis que tinc. It woke people up and also decided that part of the money that they have, they wanted to invest it directly in something that they believe in and that they think is important. Molta gent va dir, ostres, jo
Vull tenir la meva elèctrica. Vull formar part d'una cooperativa. Esta es una de las 3 plantas que son energía tiene en Andalucía, planta fotovoltaica. The rabbit is out of the hat, and it's unstoppable right now. But it took a change in the political landscape to get this started. But it's very dependent on government regulation. The work currently being done on a European level by Dirk and Josh is extremely important for citizens and energy cooperatives around Europe. Because that's where the basic rules are being decided. Legislation at the EU level, it's incredibly challenging. We knew we would have to fight for it, so we kind of collaborated together with our band of merry men. Are you with me? We had to lobby the political parties and also the labor unions and so on. The Conservatives, for instance, they were completely just listening to companies and not caring what we were saying to them at all. From this night on, I use every means in my power to fight you. The Greens were the most obvious allies that we had. The Five Star Movement really took this issue to heart, and those two managed to convince a lot of other parties as well to really get our ideas in and to have some quite savvy MEPs who were willing to put their political capital on the line to make sure that this stuff got in. If you don't set up the support mechanism, then nothing will happen. And so that's why it's very important that we have this legislation on energy cooperatives. And the lesson I learned is you have to be stubborn, because what we do is ethically correct. Sondern unsere Frage war einfach, was können wir selber, jeder Einzelne machen, um uns schnellstmöglich von der Atomenergie zu verabschieden. Ja. Und dann war die Idee, okay, wenn die oben nichts tun, dann müssen wir eben von unten was tun. Und dann müssen wir schauen, dass wir viele Mitstreiter finden, mit denen wir das zusammentun können. Und daraufhin hat sich dann erst bei diesem Schönauer zu Hause so die ersten Treffen stattgefunden. Eltern, die sich da zusammengefunden haben, denen es ähnlich ging. So ist dann die Idee entstanden, hier das Stromnetz zu übernehmen, was ja eigentlich eine wahnwitzige Idee ist, ihrer Gemeinde gegen einen alteingesessenen Energieversorger, der das hier schon seit damals beinahe 100 Jahren gemacht hat. Jetzt kam die Gegenseite und sagte, nee, also das müssen wir jetzt diesmal auch wieder in einem Bürgerentscheid entscheiden lassen. Nur auf der Basis des gegenwärtigen Rechts. WA hat natürlich die gesamte Propagandamaschinerie angeschmissen. Örtlicher Arbeitgeber, großer Fabrikherr, schaltet eine Anzeige in der Zeitung. Also wenn die EWS das Netz übernimmt, dann gehen ja die Strompreise durch die Decke. Dann wandern wir hier ab und lassen uns woanders nieder. Also da wurde auch richtig die Angsttrommel geschürt. Als 14-Jähriger greift dich das vielleicht schon an, wenn irgendein erwachsener Mann sowas ist und sagt, du, sag mal, deinen Eltern haben sie auch ins Gehirn geschissen, ne? So Sprüche musste man sich halt anhören. Bürgerentscheid war an einem Sonntag, ich kann mich noch genau erinnern. Samstag war auch ein Fernsehteam bei uns, interviewt meine Eltern und mein Vater sinniert darüber, ob wir wegziehen, wenn wir das morgen verlieren. Und da hatten wir Kinder schon auch Angst. Sag mal, einfach wegziehen zu müssen. Wir sind hier in die Schule gegangen, wir hatten hier unsere Freunde. Schon allein deswegen wollte keiner von uns das verlieren. Ja. Und das war ein richtig heftiger Wahlkampf. Wir hatten damals eine Wahlbeteiligung dann von knapp 90%. Somit ist der Bürgerentscheid im Sinne der Frage Ja entschieden. Wir haben es ganz knapp gewonnen mit 52,5%. Also es war eine enge Kiste. Und wir waren, glaube ich, alle sehr erleichtert, als wir das gewonnen hatten an dem Abend. Am nächsten Morgen wachst du auf und sagst, oh, was ist eine tolle Idee, aber wie soll das gehen? Wir bestimmen dann selbst, das ist eigentlich das Wichtige.
Wir kaufen das Netz und dann bestimmen wir selbst, was wir machen dürfen und was nicht in erneuerbaren Energie. Wir können bestimmen und das war das Ziel. Jetzt hatten wir aber natürlich diese fehlenden 4,7 immer noch nicht. Und dann hat irgendjemand aus der Gruppe gesagt, das war damals die Zeit der irren Ideen. Lass uns die 50 größten deutschen Werbeagenturen anschreiben, ob die nicht eine Kampagne für uns machen wollen. Aber natürlich für umsonst, ja, weil wir haben ja kein Geld, wir brauchen ja welches. 15 haben sich zurückgemeldet und haben gesagt, dass sie das gerne tun würden. Radiosender, diese Spendenaufrufe ständig, jede Stunde. Wochenlang ganzseitig diesen Spendenaufruf kostenlos abgedruckt hat. Dann strömte. Da war alles dabei. Also da war Taschengeld von Kindern dabei, da war Geburtstagsgeld von Senioren dabei, da war diese legendäre Anekdote mit hier unserer Nachbarin aus dem Elsass, die uns einfach kommentarlos 10.000 D-Mark überwiesen hat. Und dann hat sie ein nettes kleines Dankesbriefchen von uns bekommen, hat zurückgeschrieben. Sie hat sich so gefreut über den Brief. Sie hat uns gleich nochmal 10.000 überwiesen. Die Idee auf dem Tisch, aber ich könnte jetzt nicht sagen, ich glaube, die ist da so der Heilige Geist ist hier runtergefallen. Das ist ein geiles Gefühl, ein absolut geiles Gefühl. Wenn die Idee gut ist, dann wird man auch immer das notwendige Geld dafür einsammeln. Weil Geld ist im Überfluss vorhanden. Gute Ideen sind ja eher knapp. Zum 1. Juli 1997 haben wir das Netz übernommen. A group of Schönau residents literally seized power by buying the local power plant and turning it into the EWS cooperative. There's a remarkable energy revolution underway. So this trunking right here has the energy supply right from the solar panels. It takes the solar from the rooftop here and then goes into the building and powers the lifts, lighting, and individual flats. And not only that, it allows them to have a community fund, financial revenue, which they can then deal with what is important to this community. And now, there's 127 community groups in 34 stations across London, in 42 schools, and working with the National Health Service and education system, all coming together into a cooperative, the first community energy project on social housing in the UK. En aquest moment, 67.000 socis de Som Energia, un soci i un vot. El que passa que també creixem, no? Hem crescut ràpidament i no ho atrapem, no? After the Commission's proposal was released, we were fairly ecstatic. We got everything that we wanted. Now every household, every person becomes an active player in the energy sector. This is Europe's man on the moon moment. This is incredible. We really felt we were welcomed by the European Commission. Once the legislation was finalized, I mean, it was amazing. It was transformative. My perspective was, okay, yes, we celebrate a little bit, but in the back of my head, I'm always thinking 2 steps ahead. When community energy wins, the ones who lose market share, which are the incumbent big energy companies, they don't like it. Huh? These other big energy companies have a horde of lawyers whose jobs are, how do we get around this provision to make it work for us? And what do they do to counter this? They copy us. The industry is starting to take over these projects from the citizens. And they've said, okay, well, we like renewables, but let's change the rules that give us ownership and control of renewable energy production, and ultimately taking the profits of that development away from the citizens. And this is a big problem, because the energy transition only will succeed if it's supported by the citizens. I will give you an example. A wind turbine can be annoying, but it turns out that people love the wind turbine when it's theirs, and they can make profit from it. The ownership is crucial.
The armies of the energy companies are lobbying the commission under the radar of everybody's noses for rules that make it as hard as possible for us to get into the market, and we have to fight against that. So now the real work is ahead of us. Mein großer Traum wäre wirklich 100% erneuerbare Energien weltweit. Energie von Bürgern für Bürger. Nur 100% erneuerbare Energien reicht nicht. Es hat auch viel mit Energiegerechtigkeit zu tun. Diese Energie muss wirklich auch jedem Bürger auf dieser Erde zur Verfügung stehen. Und dann wäre in der Tat mein großer Traum nicht zuletzt, weil ich auch 4 Kinder habe, dass es uns noch gelingt, in Sachen Klimawandel das Ruder wirklich rumzureißen. Ja. There's 2 forms of energy. You have renewable energy, and you have the human energy, the sort of hive mind coming together, blasts through anything. It can go around the problem like water. And that provides me with hope that we can make a difference. Weil es zeigt, was Bürger erreichen können, wenn sie es denn wollen und wenn sie hart daran arbeiten. Viel Freude, wenn man einen Sieg erreicht hat oder wenn man etwas umgesetzt hat. Das ist dieses Gefühl, wir sind nicht machtlos, wir müssen nicht mutlos sein, sondern wir Bürger, wir können ganz, ganz viel erreichen. Aquesta, no? De dir, ostres, per més petits que siguem, hem de poder enfrontar-nos amb aquests reptes i aquests problemes tan grans. No hem de tenir por, no? No hem de deixar que ho facin els altres per nosaltres. És el poder de la gent, és el poder de la gent, sí, sí, és que és el poder de la gent. Wir haben Brot für alle Menschen. In der Hand, wir haben Not und Hunger. In der Hand, wir haben vollgefressene Webste. Für mich. In der Hand, wir haben Tod und Leben. In der Hand. Wir haben die Wahl unserer Regierung. In der Hand, wir haben das Leben anderer Menschen. In der Hand, wir haben die Zukunft unserer Kinder. In der Hand, wir haben uns selber in der Hand. Halleluja! He's got the whole world in his hands. 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 He's got the wind and the rain in his hands. He's got the wind and the rain in his hands. He's got the wind and the rain in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got the whole
Rebonsoir, donc nous sommes ici à la Maison de la Rivière, donc près de Morges, pour parler de ce film avec nos invités. Donc la Maison de la Rivière, à côté de Morges, a justement sur son toit des panneaux solaires, un petit peu comme on voit dans le film. On aurait dû être sur le toit ce soir pour faire cette présentation, et puis l'orage a posé quelques petits soucis. Mais enfin voilà, on voit là les images de ce magnifique toit solaire. Et c'est un petit peu d'installation comme ça qu'on va parler ce soir. Voilà, donc c'est une soirée qui est présentée par Patagonia, qui a aussi produit le film With the Power, et le Festival du film vert que je représente. Et j'en profite pour dire que le Festival du film vert projette ce genre de film en principe dans des salles de cinéma, et cette année ce sera entre le 4 septembre et le 17 octobre. Donc si vous êtes sensible à ces thématiques et que vous aimez voir des documentaires sur l'environnement et l'écologie, notez les dates, festivaldufilmvert.ch. Le programme n'est pas encore en ligne, mais ça va pas tarder. Peut-être pour prendre le problème depuis le début, quelle est la situation actuellement en Suisse au niveau de l'énergie? Parce que ça fait des années qu'on dit voilà, il faut économiser l'énergie, il faut produire du renouvelable, il faut plus de solaire, plus d'éolien, etc. Et puis économiser. Donc où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que depuis 20 ou 30 ans qu'on parle de ça, est-ce qu'il y a une tendance qui se dégage déjà? Aussi pour après voir dans quel cadre ces initiatives peuvent être utiles. Enfin voilà. Je ne sais pas qui peut répondre, peut-être Daniel. Je vais bien essayer une réponse. Alors bon, la réalité est que 2 tiers de l'énergie qu'on consomme, elle est fossile. Donc aujourd'hui, on va parler d'électricité, mais on va un petit peu occulter le fait que le gros de l'énergie qu'on consomme aujourd'hui, elle est fossile. Hein. Je crois, on ne peut pas parler trop de chiffres, mais sauf erreur, c'est après 150 TWh par année globalement qu'on consomme en énergie, puis 50 TWh d'électricité. Donc près dans cette électricité, ben, l'heureux hasard de notre relief veut que 55%, sauf erreur à peu près, de cette électricité est hydraulique. Donc coup de bol, on avait des montagnes, on a fait des énormes barrages qui ont inondé des vallées et puis on a pu produire de l'hydroélectricité. Quand ça n'a pas suffi, on a construit des centrales nucléaires. Alors il faut admettre qu'elles sont neutres au niveau CO2, hein, mais alors c'est évidemment comme une énergie électrique discutable, mais qui est neutre. Mais ce qui fait qu'au final, le mix énergétique est quasiment neutre. Je crois qu'on est à peu près à 25 grammes de CO2 par kilowattheure, ce qui est très faible. Bon, si on en apporte aussi hein, de l'énergie qui est partiellement sale, elle. Donc, pour résumer, on a beaucoup d'hydroélectricité, 55% sauf erreur, 35% de nucléaire, après 6% de divers et variés, alors, dont beaucoup de solaire, mais 6%, hein, sauf erreur c'est 4 ou 5% pour le solaire. Et puis il y a comme encore 5% à peu près de fossiles. On produit aussi un tout petit peu d'électricité fossile et ensuite on importe de l'électricité fossile. Ce qui fait qu'il y a finalement dans le mix énergétique suisse, finalement cette composante fossile elle est essentiellement importée des pays qui produisent leur électricité à base d'énergie fossile. Bon, puis encore l'énergie, l'énergie grise, des biens qu'on importe de Chine, alors ça complexifie alors il y a le ça calcul. encore, ouais. Mais si on prend les énergies renouvelables, alors dans quelle mesure ça s'est développé ces dernières années? Ça commence, bon 4,4%, c'est pas beaucoup, mais ça progresse. Est-ce qu'il y a une chance qu'un jour on arrive à typiquement à remplacer le nucléaire? Surtout qu'il y a encore un autre problème, hein. On disait qu'on consommait beaucoup de pétrole, mais avec les véhicules électriques, il y a un transfert quand même qui est en train de se faire, qui va se faire de plus en plus, de consommer moins de fossiles, mais du coup plus d'électricité. Donc les besoins en électricité vont augmenter forcément. Est-ce qu'on arrivera à faire ça avec du renouvelable? Alors ça c'est une vraie question, mais je pense que c'est une des questions fondamentales de la transition énergétique, en tout cas pour moi, et ce qu'on défend à l'ASEC, c'est de se dire, l'idée ce n'est pas de maintenir les mêmes besoins, mais en changeant le système énergétique. L'idée, c'est de repenser les besoins de base. Et c'est là aussi où on parle de sobriété et de se dire, OK, enfin, c'est ce qu'on dit, hein, la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Bon, ça, c'est au-delà d'être un peu un topic qu'on entend, c'est une réalité. Et puis, je pense qu'il faut aussi abondir dans ce sens-là. Après, on voit effectivement qu'il y a une évolution. Il y a une évolution de l'énergie solaire, donc, qui se développe. Et oui, 4,4%, c'est pas énorme. Mais bon, on peut l'interpréter de deux manières. C'est pas énorme par rapport aux voisins européens, mais du coup, ça laisse une énorme marge de progression à la Suisse pour s'améliorer. Voilà, c'est ça. Effectivement. Donc, il y a encore beaucoup à faire, effectivement. Par rapport aux conditions cadres, on voit bien dans le film hein, qu'il y a des contextes différents dans les pays par rapport aux lois, par rapport aux règles, etc. En Suisse, quelle est la situation juridique par rapport à la vente d'électricité, à la création d'une coopérative? Est-ce qu'on peut
On peut dire voilà, simplement je mets des panneaux solaires sur mon toit et puis je vends le courant. Est-ce que quelqu'un est obligé de l'acheter? Enfin, est-ce qu'on a le droit de le faire? Est-ce qu'il faut des autorisations? Je ne sais pas, Christophe qui a créé maintenant avec Optima à la côte, est-ce que tu peux en parler un petit peu des conditions? Alors la manière dont l'énergie fonctionne en Suisse, c'est en évolution, hein. Donc il y a régulièrement, les lois elles changent. Il y a des choses qui existaient, la rétribution à prix coûtant il y a quelques années qui n'existent plus, il y a des rétributions uniques maintenant. C'est des choses qui bougent. À l'heure actuelle, on ne peut pas faire ce qu'on veut. On ne peut pas produire du courant et puis alimenter des bâtiments autour de manière directe, de manière simple. Et disons, il faut travailler. C'est des choses, il y a du lobbyisme. Notre fêtière Optima Solar, elle a aussi des gens qui essaient de faire un peu de lobbyisme, qui essaient d'être dans les bonnes commissions au niveau national pour essayer de faire pousser ça, puis que ça vienne à l'agenda politique. Maintenant, on a un cadre actuel en Suisse qui, en ce qui nous concerne, ne nous laisse pas beaucoup de marge de manœuvre. La meilleure énergie qu'on peut produire, c'est celle qui va être autoconsommée. En fait, dans le bâtiment direct où on se situe, c'est celle qu'on peut valoriser le plus facilement, c'est celle qui demande aussi le moins d'infrastructures pour la transporter. Bêtement, elle est consommée tout de suite. Et puis l'énergie qui est réinjectée dans le réseau, elle est aussi un peu valorisée par les groupes énergétiques qui vont nous la racheter, mais GRD local, mais c'est beaucoup moins valorisable. Donc c'est pas là-dessus, on ne peut pas se dire simplement qu'il faut installer des panneaux solaires partout, on réinjecte tout dans le réseau à 6, 7, des fois 8 centimes le kilowattheure. C'est difficile d'être rentable, c'est difficile même d'être viable en fait, simplement. En ce qui nous concerne, nous on a calculé que le kilowattheure, il fallait qu'il soit, si je ne m'abuse, aux alentours de 18 centimes de manière générale pour que nos centrales elles tournent et puis qu'on ne perde pas d'argent. Et avec ça, on ne peut même pas rémunérer non plus les coopérateurs. Donc c'est un peu des seuils limites. C'est un point important parce que ça veut dire que s'il faut autoconsommer, mettre des panneaux solaires sur un parking par exemple, en fait ça ne sert à rien parce que cette énergie ne pourra pas être consommée sur place, à part pour éclairer le parking. Mais, donc il faut trouver un endroit qui va non seulement pouvoir produire mais aussi consommer. Ça dépend de qui fait l'investissement. Si c'est une commune qui a de l'argent ou une entreprise qui a de l'argent et qui souhaite investir, elle n'a pas forcément besoin d'un retour sur investissement ensuite. Donc a priori, elle pourrait recouvrir un parking communal avec des panneaux solaires. Dans mon village, on a une déchetterie qui est équipée d'un toit solaire translucide. Donc ça produit pas mal de courant, c'est jamais utilisé dans la déchetterie. Donc c'est sans doute pas des formes de rentabilité énormes. Par contre, à partir du moment où on ne cherche pas un retour sur investissement, ce n'est pas un souci. Et c'est tout ça d'énergie locale en plus qui est fourni. Maintenant, ce n'est pas le modèle que nous, on peut choisir comme coopérative solaire, effectivement. Justement, il y a quelqu'un qui posait la question de la rentabilité de ces coopératives. Je pense que c'est l'intérêt économique en tant qu'investisseur. Alors effectivement, il y a le côté idéal de faire ça pour participer à la production d'énergie propre. Et puis, j'ai l'impression que c'est comme ça le plus important. Mais effectivement, est-ce qu'on peut espérer un rendement? Est-ce qu'on peut placer ces économies dans une coopérative? Est-ce que ça a du sens? Monica? Oui, alors effectivement, ça a été, pour certaines structures, pour certaines coopératives, c'est un des arguments vendeurs, entre guillemets, de dire, ben voilà, vous pouvez soit mettre de l'argent dans la banque, ça ne vous rapportera rien, vous pouvez le mettre dans une coopérative, vous contribuez à verdir du coup le mix énergétique ou électrique local, et puis ça peut vous rapporter, selon les modèles économiques, selon les configurations aussi des acteurs au niveau local, ça peut vous rapporter un petit quelque chose. Ça c'est vrai, peut-être que tu pourras nous en dire plus, mais en tout cas, moi j'ai fait une recherche donc en Suisse romande, et puis quand on regarde aussi les recherches qui se font au niveau européen, ce qu'on observe, c'est que la motivation économique, c'est de loin pas la première. Et ça, il y a même des structures qui renoncent à l'idée de créer des revenus parce qu'il y a d'autres choses. Après, voilà, une chose c'est rentabilité, on peut aussi parler de lucrativité limitée, et l'autre chose c'est encore la viabilité. Donc il faut bien distinguer les trois. Et alors à la côte, comment vous faites ça justement? La question de la rentabilité ou du rendement? On est prudent puisqu'on dit qu'on commence à avoir une rentabilité pour les gens qui ont investi chez nous à partir de la 3e année. Donc ça veut dire que pendant 2 ans, la centrale elle produit, et puis les bénéfices ils servent déjà à amortir, faire des débuts d'amortissement, etc. Avoir quelques réserves en cas d'éventuels coups durs.
un volcan islandais qui nous ferait des gros nuages pendant une année. Et puis ensuite, nous on propose, mais c'est le modèle d'Optima Solar suisse, donc une rentabilité à 2%. Donc c'est pour nos parts qui sont à 1000 francs, on est sur du 20 francs par année. Il n'y a pas de quoi pavoiser, c'est plus qu'un compte épargne à l'heure actuelle. C'est moins qu'un placement risqué dans le nucléaire ou je ne sais où. Mais voilà, ça permet aux gens, en tout cas, nous on garantit les parts sur 25 ans et il y a ce rendement de 2% qui est maximum, qui est plafonné à 2% quoi qu'il arrive. Ça peut être moins suivant les années si l'exercice n'est pas bon. Et le but, je crois que Monica l'a bien dit, c'est pas le but final. Ça c'est un petit peu l'appel aussi, c'est peut-être le sucre, je ne sais pas. C'est pas le but final. Le but final, c'est quand même de changer de vision et puis d'être pédagogique, d'amener les gens sur un chemin ensemble, en communauté. Oui, non, le but, c'est effectivement, c'est d'agir, c'est de participer, d'amener sa pierre à quelque chose de global, en fait. Hein. Je crois que c'est vraiment ça la démarche. Combien est-ce qu'il y a... Oui, Daniel ? Peut-être j'aimerais rebondir sur 2 éléments qui ont été dits, si je peux me permettre. Donc le premier point, c'est le meilleur kilowattheure, c'est celui qu'on n'a pas consommé, ça c'est évident. Et on va parler maintenant d'électrification et tout ça, voiture électrique ou je ne sais quoi. Eh bien, si vous avez un abonnement général, n'achetez pas une voiture électrique parce qu'électrique, ça vaudra encore nettement plus la peine de rester dans le train et dans le bus. Hein. Ça, c'est des choses importantes. Vraiment, gardez vos bonnes habitudes et améliorez-les encore. C'est vraiment le point numéro 1. Ensuite, par rapport aux coopératives, au GRD, à cet environnement peut-être énergétique à plus large échelle, tu disais, il faut travailler main dans la main. Alors moi je ne représente pas les GRD ou qui que ce soit, hein. Je représente la fêtière qui cherche à transformer le cadre politique pour qu'il soit propice aux énergies renouvelables. Mais je pense que tous les acteurs, les coopératives, les consommateurs, mais aussi les GRD, d'ailleurs il y a des GRD, hein, ces distributeurs d'énergie qui sont de grandes coopératives. Hein. Je pense en Suisse alémanique EBL, dans le canton de Bâle-Campagne, c'est une énorme coopérative, mais qui exploite de grands réseaux justement avec une logique économique qu'on va considérer comme étant saine, puisque c'est finalement des revenus qui sont générés par l'énergie, qui sont réinvestis dans le développement d'une énergie intelligente. Donc que ce soit une petite coopérative ou une grande coopérative, ou même un GRD qui fonctionne dans un système économique peut-être plus classique, tous ces acteurs doivent vraiment se donner la main, se comprendre et évoluer dans un contexte légal qui leur donne à chacun leur chance de développer la meilleure énergie là où ils ont finalement leur impact. Puis pour moi, c'est vraiment important qu'on n'oppose pas les acteurs, parce que c'est le pire qui pourrait arriver, c'est qu'on commence à opposer les acteurs du monde énergétique, parce qu'on va s'autodétruire, on va perdre du temps. Et je dirais que le défi de la transition énergétique est tel qu'on a vraiment besoin de tout le monde, même si on a des intérêts parfois un peu différents, pour pouvoir réaliser ce projet aux différentes échelles, je dirais, dont on parle. GRD, juste pour ceux qui ne sont pas du milieu. En gros, c'est le distributeur d'énergie dans votre région, hein, celui qui vous envoie la facture. Qui vous envoie la facture. D'accord. En parlant de ces coopératives, donc bon, on voit dans le film qu'il y en a pas mal déjà en Europe. En Suisse, il y en a combien qui existent? Bon, on sait qu'il y a donc effectivement Optima Solar à la côte. Ouais. Alors en Suisse, selon une étude qui a été faite justement, publiée en 2020, il y a 200 coopératives dans la Suisse en son ensemble, qui ont été créées donc depuis 1985. Donc là encore, hein, est-ce que toutes les coopératives peuvent être considérées comme ce qu'on appelle énergie citoyenne ou pas? Ça, c'est peut-être une question. Et à savoir aussi que la coopérative n'est pas la seule forme qu'on peut trouver dans l'énergie citoyenne. Il y a aussi certaines associations et puis il y a aussi des projets portés par des communes où certes la gouvernance va rester en main de la commune, mais où on va donner la possibilité aux citoyens de participer à un financement participatif. Oui. Ce qui permet à des gens qui peut-être n'ont pas le temps ou l'énergie de s'engager, parce qu'on disait avant le film, il y a un coût quand même de créer ce genre de coopérative, ce n'est pas simple, encore moins quand le cadre légal ne favorise pas ce type de démarche. Donc il faut une certaine énergie aussi humaine, hein, comme on l'a vu dans le film. Donc voilà, c'est environ 200 coopératives. En sachant qu'il y a une énorme différence entre la partie alémanique et la partie francophone. Quel genre de différence? En termes de nombre, en fait. En termes de nombre, il y en a beaucoup plus en Suisse alémanique, probablement par influence culturelle de l'Allemagne, où il y en a beaucoup. Mais du coup, on voit un peu ce clivage au niveau territorial en Suisse. Bon, alors les romans, il y a du boulot. Il faut s'y mettre. Ce qui me fait penser que je vais vous mettre dans le chat un lien. Je vais vous mettre dans le chat quelques liens de sites où on voit justement ces différentes coopératives.
il y a moyen de participer, d'investir, de rejoindre ou éventuellement de s'inspirer de ces coopératives pour, pour participer aussi. Et puis bon, effectivement, alors s'il y en a très peu en Suisse romande, tout est encore à faire. Alors effectivement, tu disais, c'est du travail de gérer une coopérative, ça c'est sûr. Est-ce que des fois, c'est pas plus simple de rejoindre une autre coopérative et de lui proposer, sous l'égide de la coopérative existante, de faire le projet chez soi? Est-ce que c'est possible? Bon, à la Côte, visiblement, vous avez choisi de créer votre propre coopérative, mais pourquoi finalement? Bon, historiquement, moi j'ai intégré le groupe Énergie de Demain-la-Côte en 2016. Il n'y avait pas grand-chose à l'époque hein, sur l'arc lémanique. C'était pas énorme. Donc à l'époque, on avait été rendre visite à la coopérative Copsol à Neuchâtel et puis à Optima Solar Fribourg. Et puis on s'est dit, bon, il faut qu'on commence dans notre région, quoi. En sachant que notre but, c'est d'être local. C'est de viser une transition locale aussi, de mettre en mouvement des gens très, très locaux. Moi, je ne me verrais pas aller lancer une station solaire à Lausanne où je ne connais personne. Enfin, c'est pas mon monde. J'aimerais autant qu'il y ait une petite coopérative lausannoise qui voit le jour et puis qui fasse le job. Il y en a peut-être d'ailleurs, je ne suis pas forcément au courant de tout. Et donc voilà, donc nous on a choisi d'avoir un ancrage local parce qu'on pense que c'est vertueux d'être ancré dans sa communauté et puis de se réapproprier une part de l'énergie. Mon expérience, puisque j'ai entendu, il y avait un très bon article il y a quelques années dans la revue Durable là-dessus, c'est qu'on peut mettre des panneaux solaires sur sa maison. La majorité des gens qui sont propriétaires peuvent le faire, c'est pas compliqué, il y a beaucoup d'aides, enfin voilà. Ça ne fait pas forcément du bénéfice parce qu'il y a des effets rebonds qui disent je produis ma propre énergie donc je vais consommer beaucoup d'énergie. Alors qu'on devrait, tu l'as dit, viser plutôt une sobriété. Le mot décroissance, n'est pas bien vécu des fois, mais c'est quand même une décroissance, mais en tout cas aller vers la sobriété. Après, quand on fait partie d'une structure comme une coopérative citoyenne, je pense que ça met d'autres réflexes. On est producteur de courant, ce n'est pas forcément sur son toit, on va voir les choses différemment, ce n'est pas de l'énergie qui m'est due, c'est l'énergie que je contribue à produire. Et en fait, je pense qu'il y a un certain nombre d'indices comme quoi c'est plutôt vertueux. Les gens ont plutôt tendance à faire attention à leur consommation qu'à se dire « ok, j'ai droit à ma quantité d'énergie, puis du coup j'en fais ce que je veux ». Oui, ça c'est un effet secondaire intéressant, effectivement. Daniel, toi tu parlais tout à l'heure d'une autre, avant le début du live, mais tu me parlais d'un autre exemple justement où vous avez fait appel à une coopérative existante. Justement, alors je pense que c'est merveilleux. Hein. Quand on trouve l'énergie dans son environnement direct, de développer sa propre coopérative, c'est coup de chance, mais c'est aussi des fois des alchimies qui se donnent ou pas, hein, en fonction des personnes ou de la région qu'on rencontre, etc. Donc, je pense que celui qui a une idée finalement de développement d'une infrastructure énergétique et qui n'a malheureusement pas trouvé les coopérateurs ou bien ces aides autour de lui pour monter quelque chose, il peut aussi s'associer à une coopérative ou existante finalement, qui pourra le prendre sous son aile et l'aider à développer son projet. Donc ça, c'est le meilleur des cas, d'avoir cette énergie et puis cette volonté locale de le faire à l'échelle locale. Mais celui qui a l'idée et qui, plutôt que de la laisser mourir, peut effectivement se faire adopter, si on veut bien, par une coopérative, se faire aider pour développer son projet et le mettre à disposition d'une autre coopérative. L'essentiel étant finalement de contribuer à la transition, encore une fois. Donc il n'y a pas de raison pour ne pas le faire finalement, il y a toutes les solutions qui existent. Oui, si je peux rebondir justement sur ce point, effectivement la ZEC, donc cette association suisse pour l'énergie citoyenne, on l'a créée aussi un petit peu avec cet objectif de se dire ok, c'est difficile de mettre en place une coopérative de ce type. Des fois, comme tu le disais, il y a tout un sens en fait de créer ça au niveau local parce qu'il y a une appropriation de la part des citoyens qui n'est pas la même que si c'est centralisé ailleurs. Et du coup, avec la ZEC, l'idée c'est de se dire, ok, essayons de partager les bonnes pratiques, essayons de mettre les initiatives qui existent en lien les unes avec les autres. Bon, il y a déjà Optima Solar par exemple, qui agit à ce niveau-là, mais un petit peu plus large. Et on a aussi des entreprises, on a aussi des initiatives municipales, on a la commune de Renan par exemple qui adhère. Et donc, on essaye un peu qu'il y ait ce dialogue et ce partage de pratiques pour justement ne pas besoin de faire la roue à chaque fois. Donc si vous avez envie de créer, si vous avez l'inspiration de créer une coopérative dans votre région, vous ne serez pas seul, il y a effectivement pas mal d'aides et
de structures, de soutien, de conseils qui sont en place et qui existent. Je vous ai mis sur le chat plusieurs liens vers des sites, notamment celui de We the Power, donc de Patagonia, mais aussi d'autres sites où vous voyez les différentes coopératives, où il y a un petit peu des modes d'emploi, etc. Et puis effectivement la SEC, Optima Solar qui sont là aussi pour ce genre de choses. Donc vraiment, voilà, c'est pas un truc à faire tout seul dans son coin. Je pense qu'il faut vraiment profiter des expériences des autres et des conseils qu'on peut avoir. Et ça, c'est beaucoup plus facile comme ça. Il y a quelqu'un qui nous fait la remarque que les sons de nature autour de nous font plaisir. Effectivement, on entend, il y a beaucoup de crapauds. C'est pas des bruitages, hein, on est vraiment, c'est pas nous. On est vraiment au bord de la rivière. C'est pas nos ventres qui. Par contre, il y a quelques moustiques, mais c'est très agréable. Hein. Je vous recommande vraiment la maison de la rivière si vous avez l'occasion de venir par ici. C'est un très très bel endroit. On nous demande aussi si les projets d'énergie citoyenne pourraient remplacer les éoliennes pour éviter les problèmes liés aux éoliennes. Alors bon, voilà, on sait que les éoliennes, c'est toujours un petit peu polémique. Qu'en pense Daniel? Non, alors je vais rebondir parce qu'en fait, là aussi, hein, ces énergies, ces différents types d'énergie renouvelable, elles sont complémentaires. On a parlé d'acteurs complémentaires à un autre niveau. Maintenant, les énergies entre elles sont complémentaires et l'énergie éolienne est complémentaire à l'énergie solaire puisqu'elle nous permettrait, si elle était possible en Suisse, en tout cas, elle est possible, mais plutôt sur le papier aujourd'hui, puisque, en tout cas dans la nature. Alors on peut être pour ou contre, mais le fait est que l'énergie éolienne permet d'assurer l'approvisionnement énergétique en hiver, essentiellement, quand le solaire produit le moins, bien qu'on pourrait développer aussi le solaire de montagne, mais qui pourrait peut-être développer d'autres résistances, parce que ma foi, ça aura un impact en montagne. C'est sûr que la production d'énergie aura un impact, quoi, que ce soit une éolienne, un panneau solaire et autres. Donc en gros, ces deux énergies sont fondamentalement complémentaires. Et en principe, on ne peut pas dire qu'il n'y aura pas de solaire s'il n'y a pas d'éolien, parce qu'il peut y avoir que du solaire, mais ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. Et même solaire plus éolien, c'est pas sûr que ça suffise. Comme on disait tout à l'heure, hein, la part d'énergie renouvelable en Suisse elle est encore extrêmement faible et la consommation d'électricité est appelée à augmenter. Donc effectivement, c'est un peu dommage d'opposer les deux. Pour l'ordre de grandeur, hein, je ne vais pas trop lancer trop de chiffres, mais on a dit 4% du potentiel solaire qui est couvert aujourd'hui. Pour pouvoir couvrir toute la consommation électrique en Suisse aujourd'hui, il faudrait 70% de tous les toits qui sont couverts de panneaux solaires. 70%. On en est très 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 loin, donc il y a un gros effort à consentir, mais il faut être conscient que cette énergie solaire ne sera pas produite au bon moment. Donc on aura une surproduction en été, une sous-production en hiver, et avec cette surproduction, elle n'est pas perdue, parce qu'on pourra par exemple produire de l'hydrogène, le stocker et réutiliser cet hydrogène par exemple pour décarboniser après le béton ou bien la production d'acier, des tas de choses qui sont extrêmement émettrices de CO2. Donc bref, l'éolien, certes, le solaire, on peut le consommer en direct, hein, ou bien on peut un peu le stocker dans une batterie pour ponter la nuit, mais on peut aussi en faire de l'hydrogène qui permettrait ensuite de décarboniser d'autres secteurs. Ça, c'est déjà au point, ça? Oui, ça marche, ouais, absolument. Ça existe? Il y a des installations comme ça? Oui, alors il y a des installations. Aujourd'hui, c'est plutôt des projets pilotes, mais ce n'est pas un problème technologique, c'est plutôt un problème de modèle d'affaires. Ces installations sont relativement coûteuses, elles fonctionnent encore à petite échelle, mais et on n'a pas encore assez d'énergie en surabondance. Ce sera le jour où on aura cette énergie en surabondance qui coûtera presque plus rien, hein, puisque justement elle en principe ne servira à rien si on n'en faisait pas de l'hydrogène. Donc cette énergie en surabondance solaire sera très bon marché et permettra de produire ensuite cet hydrogène à bon prix qui pourra être utilisé pour décarboniser d'autres secteurs. C'est déjà un peu le cas en Allemagne, hein. J'ai pu comprendre qu'aux heures de pointe en été vers midi, le solaire produit tellement qu'effectivement ça fait chuter les cours de l'électricité dans toute l'Europe. Oui, alors ça c'est des soucis. C'est tout le souci du solaire et c'est pour ça que... Je pense que si on investit dans du solaire, que ce soit à titre privé ou dans une coopérative, en se disant que ça va remplacer le nucléaire, que ça va remplacer les énergies carbone, je crois qu'on n'a pas compris la manière dont ça fonctionne. Une centrale nucléaire, elle produit quand on veut, tout le temps, toute l'année, dans toutes les conditions à peu près. Elles n'aiment pas beaucoup la sécheresse, mais en gros, c'est extrêmement flexible. Le solaire, on n'y arrivera jamais. Et puis, effectivement, ça fait des surproductions énormes. Alors oui, il faut les valoriser, ces surproductions. Et puis, on n'est pas encore forcément totalement au point. On n'a pas non plus de quoi turbiner partout, de l'eau dans les barrages. Donc, c'est assez compliqué. Mais c'est pour ça que l'appropriation de l'énergie par les citoyens, elle est importante pour viser une transformation
dans la tête du modèle qu'on a de la consommation d'énergie, tu l'as dit avant, si tout le monde veut une voiture électrique, si tout le monde veut une pompe à chaleur, on va pas s'en sortir. Enfin, je veux dire, la demande en énergie ne va pas baisser. Et elle va rester peut-être aussi forte ou comme ça, mais il faut vraiment qu'on arrive à diminuer notre consommation. Ouais, pour rebondir juste par rapport à la question des éoliennes, et ce n'est pas du tout un jugement de valeur que j'émets, il faut aussi savoir que dans certains pays, il y a des coopératives citoyennes qui mettent en place des éoliennes. C'est notamment le cas du Danemark, qui a été un des pays pionniers d'ailleurs dans ce type de formule, on va dire. Donc c'est aussi possible de... On peut être d'accord ou pas avec l'éolien, mais ça peut aussi exister sous forme coopérative. En Autriche aussi, ça a énormément amélioré l'acceptance, l'acceptabilité de l'éolien en Autriche, le fait que ces éoliennes appartiennent aux gens du coin, quoi, on va dire. C'est vraiment intéressant, et puis ça montre aussi qu'on peut faire des coopératives pour autre chose que du solaire. On pourrait penser à du micro-hydraulique par exemple aussi, pourquoi pas. Absolument. Enfin, voilà, on parlait tout à l'heure sur le chat, il y avait une question par rapport à des projets citoyens d'énergie sale. Donc effectivement, on a répondu dans le chat que évidemment c'est pas l'idée de faire ces projets, mais effectivement il n'y a pas que le solaire. Et ouais, typiquement pourquoi pas l'éolien, bon c'est quand même des budgets importants, mais et puis surtout c'est un grand parcours de combattant en Suisse, mais du micro-hydraulique, pourquoi pas. Mais il y a des grandes coopératives, des coopératives qui pèsent en fait des milliards de chiffre d'affaires par année, on ne s'en rend pas compte, et qui sont tout aussi saines d'esprit qu'une petite coopérative. Parce que ces coopératives sont faites des personnes qui les pilotent. Et de nouveau, là aussi, je n'opposerai pas les coopératives à des GRD classiques, parce qu'il y a aussi des GRD régionaux classiques qui sont sains d'esprit. Donc tout tient à l'esprit de l'entreprise, enfin de l'entreprise dans le sens de l'entrepreneuriat. Et une coopérative, c'est un entrepreneur, et puis il peut y avoir même dans les entreprises plus classiques des entreprises extrêmement constructives, il faut le dire. Ouais, peut-être si je me permets de rebondir sur ce point, et ça sera peut-être une petite provocation, mais ça a été dit aussi dans le film, il y a un moment où on parle du risque de récupération. Et de se dire, voilà, c'est un modèle qui maintenant, certaines entreprises observent, voient que ça fonctionne, et donc ils l'utilisent comme argument de marketing. Ben voilà, on vous fait vos installations clés en main, voilà, on fait tout pour vous. Mais donc, sans l'esprit, quoi. Mais sans l'esprit. Donc effectivement, pareil, quand on dit que quand on fait de l'éolien coopérative, ça augmente l'acceptabilité des riverains, c'est vrai, et c'est montré dans la littérature. Mais il faut faire attention aussi, et que l'argument coopérative ne soit pas utilisé justement pour faire passer des projets sous prétexte que, donc encore une fois, effectivement, c'est en lien avec l'esprit. Mais ce qui est intéressant d'ailleurs de savoir, c'est que finalement même la majorité en Suisse, maintenant à l'étranger c'est un peu différent, mais de ces distributeurs d'énergie, que ce soit des coopératives plus ou moins grandes ou plus classiques, sont en main publique. C'est souvent les communes qui sont les propriétaires, ou les cantons, les communes, les cantons qui sont propriétaires de ces GRD. Donc il y a toujours quand même, je dirais, un esprit en principe de servir le public. Alors quand on voit sa facture, peut-être qu'on fait un peu... Et puis, mais le problème souvent, c'est pas forcément, je dirais, finalement le distributeur et le producteur, mais c'est le cadre légal. Parce que si le cadre légal permettait justement plus facilement à une petite coopérative de vendre ses électrons, on va dire, à son voisin direct dans des bonnes conditions, eh ben, on en arriverait aussi peut-être à des modèles qui inciteraient finalement à produire plus au niveau local ou régional pour vendre finalement au niveau local et régional, presque une sorte d'économie circulaire. Et je ne pense pas que c'est le problème d'un GRD X ou d'un coopérateur Y, etc. Mais si on avait un cadre légal qui nous permettrait à tous de travailler un peu plus à l'échelle régionale et locale, et effectivement d'éviter d'avoir plus d'intérêt à acheter un électron polonais qu'un électron de son voisin, ça pourrait être un joli coup d'accélérateur au développement des énergies renouvelables et au type de projet qu'on a vu tout à l'heure dans le film. Il y a un spectateur qui nous dit que les énergies citoyennes éoliennes auraient au moins le mérite de désarmer la critique des grandes entreprises étrangères qui viennent faire du profit chez nous. Bon, c'est vrai que voilà, ça permet, comme vous l'avez dit tous les trois, en fait, ça permet de s'approprier vraiment le projet et d'être acteur dans cette transition énergétique. Oui, c'est clair, c'est de l'investissement local, donc ça reste sur le territoire, ça peut permettre aussi, bon, on ne l'a pas dit, et je ne crois pas que ça se voit dans le film, mais c'est vrai que pour beaucoup de coopératives, c'est du bénévolat, ce qui rend davantage la tâche difficile, parce que c'est des personnes qui jonglent avec leur vie personnelle, leur vie professionnelle et la coopérative. Mais c'est vrai qu'il y a certaines coopératives qui
en fonction, encore une fois, du modèle économique, des options, etc., décident justement de professionnaliser une partie de la structure. Donc ça peut aussi, par ce biais, créer des emplois locaux sur le territoire. Je pense que c'est une question de taille. Hein. À partir d'une certaine taille, je veux dire, notre coopérative mère à Soleure, ils en sont à en tout cas 24 installations solaires. Je veux dire, à un moment donné, ils ont été obligés d'avoir un secrétariat qui était là, des gens qui travaillent, et on ne peut plus juste faire du bénévolat. Et c'est bien aussi, je pense, parce que ça nous permet de produire à plus large échelle cette énergie juste, hein, et finalement de faire d'un système qui était un système de niche, peut-être un système mainstream ou une véritable alternative, hein, à un autre système. Mais encore une fois, tous ces systèmes ont leur place, à mon avis. Je joue un peu le rôle du rassembleur, c'est ça. Mais j'y tiens, parce que ça ne sert à rien d'opposer les acteurs. Non, c'est clair, dans l'énergie, les besoins sont tels qu'on a besoin de tout le monde, effectivement. Maintenant, pour créer, alors concrètement, pour créer une coopérative, imaginons que voilà, des personnes qui nous regardent soient motivées, disant, bah voilà, je vais faire une coopérative avec les gens de ma commune. Qu'est-ce que je te regarde, Christophe, parce que tu l'as fait. Comment ça se passe? Par quoi il faut commencer? Alors ça se passe bien, pas vite, pas facilement, mais bien. Non, c'est-à-dire que maintenant je crois qu'on a l'expérience, hein. Monica l'a dit, il y a suffisamment de coopératives maintenant en Suisse pour que dans tous les cantons, il y ait une expérience qui a été vécue, etc. Alors nous, on a clairement bénéficié de l'expertise d'Optima Solar. Voilà, alors, en sachant qu'une partie de leur expertise, elle est en allemand, donc il a fallu se l'approprier. On a la chance d'avoir Fribourg, qui est une coopérative qui est mixte, français-allemand, donc ils nous ont donné pas mal de documents. On a pu leur poser beaucoup de questions sur le processus. Après, ça prend du temps, hein. En ce qui nous concerne, on a été très prudents. Je pense que nos camarades suisses-allemands doivent des fois se moquer de nous, tellement on est prudents. Mais on a voulu faire les choses bien. C'est vraiment, c'est une aventure de 5 ans, disons, ou 4 ans et quelques. Notre coopérative, elle a été officiellement fondée en 2019, donc inscription au registre du commerce, etc. Et puis on aura la première station en 2021. Donc finalement, les choses, elles avancent, il y a beaucoup de négociations, il faut créer beaucoup peut-être de documents, de choses à la base, imaginer comment on veut fonctionner, etc. Mais les choses, elles avancent toujours. Donc c'est ça qui est motivant, c'est que la plupart du temps, on est toujours en train d'avancer. Après, il y a un risque, effectivement, au niveau du bénévolat, c'est alors, l'épuisement. 2, le fait de compter sur certaines compétences au sein du groupe, du comité. Les gens peuvent bouger après. Et des gens qui disparaissent. Ouais. Alors s'il y a des trop fortes compétences comme ça, et ça c'est compliqué, donc nous on a fait le choix, une partie de notre travail administratif, dans la gestion aussi des garanties d'origine, enfin beaucoup de choses assez techniques, c'est la coopérative de Soleure qui le fait pour nous, et du coup on les paye pour ça. Donc c'est du travail qu'on externalise. Et puis après, il y a de temps en temps quelques rôles clés. Avoir quelqu'un qui s'y connaît quand même un peu au niveau technique, c'est pas mal. Parce que quand on est face à un appel d'offres, qu'il faut évaluer des offres, et puis que les gens viennent avec un certain nombre de propositions, enfin les entreprises, et qu'on n'a aucune idée ce que c'est qu'un onduleur, c'est vite compliqué. Et puis nous, alors, si j'ai un conseil à donner, ça ne va pas être limitant, mais c'était quand même, nous, ça nous a vraiment dépanné. On avait un juriste dans notre comité. Comme ça, on ne l'a pas cherché, il était là, il était intéressé. Et alors là, entre l'inscription au registre du commerce, la création des conventions sur 25 ans avec les propriétaires de toits, plus le contrat qu'on passe avec l'entreprise à qui on a adjugé les travaux, là, il y a eu vraiment du travail juridique. Il n'y a pas des modèles pour ça qui existent? Est-ce que vous n'avez pas un peu réinventé la roue quand même là? Enfin, je provoque un peu, mais... Alors, je pense que non, parce que les conventions, on peut faire des modèles, mais après, nous, on a fait 2 conventions à l'heure actuelle et les 2 sont différentes. Les propriétaires de toits n'avaient pas les mêmes exigences, insistaient pas sur les mêmes points, en fait. Donc, on a vraiment 2 conventions qui sont, en général, il y a des axes qu'on a gardés, mais il y a quand même des choses assez précises. Et malheureusement, si ça se passait mal, on a besoin quand même de savoir que la manière dont on a fait les documents, c'est propre. Solide, hein. Et puis que devant un juge, on sait qu'on n'a pas fait de grosses erreurs. La ville de Gland avec laquelle on a travaillé, eux ont demandé qu'on fasse une servitude pour l'utilisation de leur toit, ce qui était tout à fait correct de leur part.
Bon, bah voilà, une servitude, c'est un document juridique qu'il faut faire par un notaire, qu'il faut vérifier de notre côté, etc. Voilà. Il y a des compétences qu'il faut avoir, mais effectivement, tout le monde, enfin, dans notre coopérative, tous les membres du comité peuvent avoir un rôle à jouer, ça c'est pas un souci. Il y a 2-3 points auxquels il faut faire attention. Peut-être juste un point sur lequel je voudrais rebondir, c'est la patience. Alors c'est vrai que de l'idée à la réalisation, peu importe la forme qu'on va utiliser pour réaliser le projet, ça peut prendre 5 ans. Et il faut être tenace et comme tu dis, tant que ça avance, il y a de l'espoir et puis au final, voilà, on y arrive. Mais il faut être patient, il ne faut pas espérer réaliser un projet facilement en 6 mois, 1 année, ce serait l'exception. Et puis en résumé, ne pas rester tout seul dans son coin, s'entourer des bonnes personnes, être patient. Ouais. Et le deuxième point que je voulais relever, c'est si une compétence devait manquer au malheur, parce que peut-être tout le monde n'a pas la chance de ce que tu as vécu toi dans le cadre de ta coopérative, on peut ponctuellement se faire accompagner par des bureaux qui savent comment ça fonctionne. Peut-être ça va nous coûter 2 000 francs, 3 000 francs, 5 000 francs, mais sur l'investissement global, finalement, ce ne sera pas tant que ça. Et on peut faire régler toute une série de problèmes, soit techniques, juridiques et autres, par des personnes compétentes et on les trouve. Donc ça peut être des bureaux d'ingénieurs ou bien des notaires ou des juristes qui savent très bien comment ça marche. Je confirme qu'on l'a fait et c'est efficace. On l'a fait aussi en ayant l'intention d'apprendre quelque chose. Puis maintenant, on se sent un petit peu mieux équipé. Les prochains, on va peut-être essayer de les faire par nous-mêmes parce que voilà, on monte aussi en compétences, c'est le but. Maintenant, effectivement, il y a des ressources, etc. Puis je pense qu'entre coopératives aussi, nous, on a eu des contacts avec une coopérative sur Genève aussi, qui avait un autre modèle que nous et qui avait besoin il y avait une volonté de changer peut-être un peu leur modèle. Je veux dire, nous, à partir du moment où on bosse, enfin voilà, même si on n'est pas dans la même fêtière, nous on discute avec les autres et puis on partage nos documents, on explique comment on a fait. Pas des concurrents, quoi. Alors on n'est pas s'ils viennent s'installer à Nyon, on sera concurrents. Et là, ça sera différent. Mais même, honnêtement, je crois qu'il y a de la place pour beaucoup de monde encore. Il y a beaucoup de toits de libre. Oui, beaucoup. Et après, on dit dans le film, à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit si on a de bonnes idées, c'est facile de trouver de l'argent. Alors, est-ce que vous l'avez vérifié, ça? Parce que c'est quand même un point qui est important. Alors honnêtement, moi je le confirme, hein, nos 2 centrales, notre première centrale, 140-150 000 francs à peu près de budget, la deuxième plus de 220 000. À chaque fois, on a bouclé le financement en 3 mois. Ah oui, et donc, je crois que beaucoup de gens sont sensibles à ça. Une coopérative solaire citoyenne, ça permet aussi à des gens qui n'ont pas la possibilité d'installer des panneaux solaires chez eux de le faire. Bien sûr. Ça peut être des gens qui ne sont pas propriétaires. Nous, on a aussi des gens qui sont retraités puis qui disent bah voilà, moi j'ai plus forcément envie maintenant d'investir de l'argent pour une toiture solaire, ça fait 25 ans sans trop de problèmes maintenant. Donc j'ai pas forcément envie, donc je vais plutôt investir dans un projet. On a des familles qui nous ont confié l'argent aussi pour leurs enfants, etc. Donc voilà, il y a des jolies choses et puis je crois vraiment que ça. Nos coopératives sœurs à Fribourg aussi, leur dernière centrale, ils l'ont financée très rapidement. Donc il y a c'est dans l'air du temps. Si je peux quand même, c'est vrai que, pardon, excuse-moi, mais on parle du solaire, alors c'est vrai que là on peut faire des projets à 200 000 francs, mais parfois il y a d'autres infrastructures énergétiques renouvelables hautement nécessaires qui coûtent beaucoup plus d'argent. Je pense à des chauffages à distance pour une commune. Alors bon, on peut les mettre en contracting, mais des communes qui veulent les réaliser eux-mêmes. Moi dans mon village c'est 10 millions pour une commune de 800 habitants, c'est énorme. La commune n'a pas les moyens d'investir et puis là une coopérative, alors on y a pensé, mais là non. Enfin, en plus je viens pas de la région lémanique, donc les gens sont un peu moins fortunés, etc. Puis il y a d'autres coopératives pour d'autres types d'actions sociales. Ça n'allait plus. Mais là justement, on a, comme on l'a dit tout à l'heure, confié notre projet à une coopérative qui viendra réaliser le projet, qui elle pèse assez lourd, a beaucoup d'expérience et on l'a confié comme ça, ce qu'on appelle du contracting, hein, c'est peut-être pour certains un gros mot, mais c'est juste de mettre sous contrat finalement son infrastructure énergétique auprès d'une coopérative ou d'un autre contracteur qui va venir développer le projet et l'exploiter et finalement fournir cette énergie renouvelable aux habitants sur le territoire. Et puis finalement rien n'empêche les habitants de devenir aussi coopérateurs de cette coopérative, même si elle n'est pas dans le village en question. Voilà, ou d'un projet solaire, parce qu'on a aussi monté un projet solaire en parallèle. Alors là finalement, la commune a accepté d'investir elle-même finalement, donc on n'a pas dû monter de coopérative, mais de réserver les moyens pour des projets plus modestes. Parce que justement, encore une fois, on parle beaucoup de solaire aujourd'hui, mais finalement, la transition énergétique, elle se joue sur différentes briques, hein, briques énergétiques. On a parlé d'éolien, du solaire, maintenant on parle du chauffage à distance. Et pour chacune de ces briques, il faut des gens qui portent les projets et de l'argent pour les financer.
Alors bon, il y a quelqu'un qui félicite Patagonia pour l'engagement, effectivement, hein, c'est remarquable d'avoir fait ce film, d'organiser cette soirée, effectivement on peut vraiment remercier Patagonia. Et puis j'enchaîne, c'était juste pour rebondir sur cette remarque, j'enchaîne sur la question, toujours dans l'idée de créer sa coopérative, quelles sont les aides auxquelles on peut faire appel? Je parle d'aide financière, est-ce qu'il y a des subventions ou des financements au niveau communal? Je pense que ça dépend d'une commune à l'autre, au niveau cantonal et au niveau fédéral. On a dit tout à l'heure, je crois que il me semble qu'on a dit que la RPC, hein, donc le rachat au prix coûtant de l'énergie, ça c'est plus ou moins terminé pour l'instant. Mais est-ce qu'il y a d'autres aides sur lesquelles on peut compter? Ou ça dépend, enfin, je sais pas, quelles sont les expériences par rapport à ça? Alors il y a la rétribution unique pour les installations, il y a la petite rétribution unique pour les moins de 100 kW crête, quelque chose comme ça, et puis il y a la grande avec des délais d'attente qui ne sont pas forcément les mêmes pour la toucher. Alors nous on va la toucher, enfin on va la demander, en espérant la toucher. Après, c'est cantonal ou fédéral ça? Ah, ça c'est fédéral. C'est fédéral, oui. Ouais, au niveau cantonal, à ma connaissance, il n'y a rien. Il y a pour les personnes physiques, mais pas pour les personnes morales. Et puis au niveau communal non plus. Il y a des villes, à Neuchâtel, Copseul, si je ne m'abuse, avait pu, grâce à une modification du règlement d'affectation de la taxe sur l'énergie, toucher aussi quelque chose. C'est des décisions locales après. Hein. Donc voilà, après, c'est bien. En même temps, nous, on est assez fiers d'y arriver sans emprunt et puis par nos seuls moyens avec on parlait de business plan qui peut être un gros mot, mais avec un modèle financier qui finalement tient la route et qui est autonome. Donc ça, on apprécie aussi bien. On va apprécier de toucher quelques milliers de francs si la Confédération veut bien nous les donner. On peut dire non. Mais par contre, a priori, c'est possible. Sur des petites installations, effectivement, c'est du solaire, c'est pas trop gros, de s'en sortir avec quelque chose qui est viable. Donc voilà, après, au niveau canton, ça doit changer. Finalement, hein, d'accord. Ouais. Et puis là, au niveau de l'AE, justement, il y a un peu de lobbyisme pour faire qu'il y ait plus d'aide. C'est vrai que c'est un peu léger. Finalement, tout le monde dit qu'il faut promouvoir le renouvelable. Alors effectivement, finalement, il y a un gros boulot. Il y a un gros boulot au niveau fédéral qui est en cours. Alors, on avait bien réussi sur la révision de la loi sur l'énergie. On vient de bien se louper sur la révision de la loi sur le CO2. Mais bon, quand même, gardons l'espoir, on va pouvoir remettre à jour l'ancienne. Alors c'est une triste consolation, mais on va quand même garder le préexistant et réussir à faire survivre d'une manière ou d'une autre le préexistant. Donc ceux qui nous écoutent n'aient pas l'impression qu'il n'y a plus rien, ce n'est pas un gros reset, c'est juste qu'il n'y a aucune évolution positive, ce qui est dramatique quand même en soi. Et ce qui nous pend au bout du nez, c'est la fameuse révision sur la loi sur l'approvisionnement électrique et la distribution. Donc là, il y aura la production et la distribution électrique au niveau fédéral, voilà la libéralisation, qui peut effectivement, leur libéralisation, certes, mais qui peut offrir des énormes nouvelles opportunités en fonction du modèle qui va être retenu pour la production locale, puisque potentiellement par la révision de cette loi qui est actuellement en gestation, hein, c'est des discussions auxquelles on participe à l'Office fédéral de l'énergie, on pourrait imaginer effectivement qu'il y ait une incitation à acheter justement ce fameux électron local plutôt que d'acheter un électron nucléaire ou un électron polonais, enfin je raconte les électrons polonais d'ailleurs, si on va me prendre, mais enfin c'est-à-dire vraiment une incitation d'acheter local son énergie plutôt que de l'acheter ailleurs, quoi. Un peu comme on le ferait maintenant par tendance avec sa consommation de nourriture et autres. Ouais. Donc oui, il y a une énorme opportunité ces prochaines années de faire du lobbying au niveau fédéral, de parler aux bons parlementaires, d'aller expliquer. Finalement, le lobbying, c'est moche comme mot, mais il faut expliquer finalement à ces gens qui vont voter au Parlement pourquoi ça a du sens. Ouais. Ce n'est pas tous des pros de l'énergie et beaucoup justement vont mal voter pour des mauvaises raisons, comme on l'a vu le week-end dernier. Ça arrive aussi à un parlementaire et en expliquant les choses, le bien fondé de la chose et l'objectif qu'on vise qui est noble, alors il ne faut pas exagérer non plus notre fonction, mais qui nous semble noble pour un monde plus durable, avec ce travail de fond qui se fait au niveau fédéral auprès des gens justement qui vont voter ces lois au niveau parlementaire, on peut atteindre des résultats qui sont plutôt réjouissants, je l'espère, pour les 5, 10, 15 prochaines années. Je crois que c'est important qu'il y ait des choses qui évoluent parce que le modèle actuel, il est assez limitant.
Nous, on a été contactés pour faire d'autres toits par une PPE, entre autres, etc. Et on a vraiment examiné le modèle. Il y a des choses où on ne peut juste pas rentrer en matière parce qu'actuellement, c'est vraiment bloquant. Il y a très très peu de manières de contourner les obstacles légaux. Et du coup, s'il y avait cette compréhension de ce qu'on peut faire au niveau local en termes d'énergie, puis qu'on puisse alimenter physiquement des bâtiments ou même avec les réseaux existants, que ça devienne un peu plus la norme, les opportunités deviendraient juste absolument fabuleuses. Ouais, parce que le problème, c'est un peu cette histoire d'autoconsommation finalement, c'est ça. Le problème, c'est quand on place des panneaux solaires sur un toit, normalement, ils sont censés alimenter le bâtiment qui est dessous. On n'est pas censé alimenter les voisins, ou alors il faut faire des regroupements. Et puis il y a des règles pour faire les regroupements de consommateurs, et puis tout est vite très compliqué. Nos collègues de Fribourg ont carrément dû financer à leurs frais l'ouverture d'une tranchée entre deux bâtiments parce qu'ils souhaitaient ils avaient des panneaux solaires sur un, ils souhaitaient alimenter l'autre. Et ils n'ont pas réussi à contourner l'obstacle légal, et donc ils ont dû carrément financer une tranchée pour mettre leur câble à eux. Et ça peut coûter 1000 francs par mètre. C'est ça. Et donc voilà, 100 mètres, 100 000 francs, ça vous coûte le prix des panneaux. Voilà, donc c'est un projet. Et ça c'est vraiment... quand on a un établissement scolaire avec deux bâtiments qui ne sont pas reliés, c'est tellement évident d'alimenter les deux que ça devient ridicule de ne pas pouvoir le faire. Donc là, il faut des évolutions, et puis on remercie les gens qui osent aller parler aux parlementaires. Parce que, ils sont très sympas et accessibles, hein. C'est des gens comme vous et moi. Qui comprennent peut-être moins bien l'énergie. Oui, alors évidemment, oui, certes, mais ils ont leur qualité, et ceux qui cherchent à comprendre, ça vaut la peine de leur parler. Très bien. Ouais. Et donc après, si je continue le processus pour donc créer une coopérative, il faut trouver un toit. Et alors là, comment ça se passe? Donc on va contacter une commune ou une entreprise comme ça, en leur demandant si on peut utiliser leur toit moyennant... ça se loue un toit, on paye quelque chose, ou en échange on leur donne du courant? Comment... Il y a différents modèles, je pense qu'il y a tous les modèles qui sont possibles. Il y a des toits qui sont en location. Des fois c'est gratuit alors, en ce qui nous concerne, on a choisi de travailler avec deux villes de notre région, avec Gland et Nyon, qui ont un avantage, c'est qu'elles sont toutes deux cités de l'énergie. Donc elles cherchent à avoir aussi un comportement assez vertueux par rapport à l'énergie. Donc ça, c'était déjà plus facile, disons, pour rentrer en dialogue. Et puis elles ont accepté de mettre les toits gratuitement à disposition. Après, ça reste, il y a beaucoup d'obstacles quand même à dépasser. On doit aussi analyser le bâtiment, et c'est là qu'un bureau d'ingénieur effectivement est utile pour aller faire l'analyse sur une année. Est-ce qu'on a suffisamment d'autoconsommation pour que ça soit intéressant? Et donc là, il y a toute une série d'analyses. Il faut négocier, et puis on s'engage après quand même à travers une convention sur 25 ans avec le propriétaire du toit. Donc on essaie de ne pas trop se rater au niveau de la convention, parce que mine de rien, au sein de notre coopérative, dans 25 ans, c'est possible que ce ne soit plus du tout les mêmes personnes qui soient là. Et au sein des autorités politiques, c'est quasiment certain. Donc voilà. Après, il y a des acteurs privés. Le plus difficile, c'est de trouver un toit. Enfin, c'est peut-être pas le plus difficile, mais c'est important de trouver un toit dont la pérennité est assurée. Je veux dire, des toits dont on se dit que peut-être dans 5-10 ans, ils peuvent changer d'affectation, et puis que tout à coup, il n'y aura plus de consommation. Des choses comme ça, c'est compliqué. Certaines entreprises, si jamais elles étaient tentées de délocaliser leurs activités, on se retrouve avec un toit où il n'y a plus rien dessus, plus rien dessous, pardon. Dessus, il y a des trucs, mais ils servent plus pour beaucoup. Donc voilà, il y a quand même des conditions cadres. Là, nous, on fait 2 écoles. Voilà, il se trouve que c'est... Ils sont sûrement encore là dans 25 ans. Alors, il y a pas mal de chances que les écoles en aient encore besoin. Et puis, en plus, ça nous semble assez vertueux, parce qu'au niveau pédagogique, il y a peut-être des choses à construire. Les élèves, ils ont aussi peut-être des choses... Moi, je suis enseignant, donc c'est d'autant plus facile pour moi. En plus, une des écoles, c'est celle où j'enseigne, donc c'est extrêmement facile d'imaginer qu'on va pouvoir faire aussi des séquences pédagogiques. Ils peuvent aller sur le toit pour visiter? Alors ça sera possible dans aucune des 2 stations, pour des raisons de sécurité. Alors nous, on va faire un montage, un film avec des drones pour pouvoir avoir une séquence pédagogique à leur présenter en classe. Et puis on se dit aussi que c'est, mine de rien, les utilisateurs d'énergie d'aujourd'hui déjà un peu, puis de demain surtout. Donc c'est bien de les toucher déjà. D'accord. Puis après, il faut choisir les panneaux solaires. Et là, il y a quelqu'un qui nous pose la question de est-ce qu'on est sûr de l'aspect écologique des panneaux solaires? Est-ce qu'il y a
comment on dit ça? Est-ce qu'il y a des faux copains de l'énergie dans les panneaux solaires? Est-ce que, enfin voilà, je sais pas après si vous êtes. Tu réponds. Voilà, sur les questions techniques hein, de production d'énergie grise, installation, recyclage, etc. Je crois qu'à l'heure actuelle, c'est pas trop difficile de trouver des panneaux qui ont un retour sur énergie qui est bon. Qui est de 2 ans. Voilà, qui est de 2 ans. À peu près 2 ans sur une durée de vie de 25 ans, on dit. Hein. Voilà, après, notre coopérative sœur à Fribourg a fait analyser en parallèle un panneau européen puis un panneau chinois. Bon, manque de peau, le panneau chinois a un meilleur bilan carbone que le panneau européen. Malgré le transport. Voilà. Les Chinois ont aussi compris ils ont des usines aussi qui fonctionnent avec des énergies renouvelables. Et ils ont aussi compris un certain nombre de choses. Ils savent aussi que c'est des arguments de vente pour voilà. En ce qui nous concerne, pour notre premier appel d'offres, on a choisi de rester fixé malgré le fait que des entreprises nous aient dit mais vous savez les panneaux chinois sont fiables, ils sont aussi au niveau écologique. Voilà. Nous on a choisi de demander des panneaux européens. Après, c'est strictement éthique. C'était pour dire, pour maintenir des emplois plus proches de chez nous. Je trouve ça vraiment bien. Voilà. C'est cohérent et puis finalement, tu boucles la boucle. On essaye. Après, je vais être honnête, on a des panneaux européens qui sont faits avec des composants dont on ne sait pas entièrement d'où ils viennent. Ils sont montés en Europe, ils sont designés en Europe, il y a du job en Europe. Je ne suis pas sûr que les cellules solaires soient fabriquées encore beaucoup en Europe. En fait, je pense qu'il y a très peu de fabricants qui le font. En Suisse, c'est terminé. Hein. Je crois qu'il n'y a plus de fabricants. Il y a quelques petits, il y en a encore du côté de Neuchâtel-Merburger. Je crois qu'il y a de nouveaux produits. Mais bon, oui. Il y en avait plus avant. Puis je sais qu'il y en a pas mal qui ont fermé, qui sont fait racheter. Effectivement, du côté. C'est un peu dommage. Hein. On a peut-être un peu raté le coche en Suisse. C'est cette production de masse industrielle voilà, qui n'a pas eu lieu en Suisse. Quand finalement. Il ne faut pas oublier aussi que cette production de masse qui a eu lieu en Chine, c'est ce qui a permis de faire baisser vraiment le prix de production des panneaux de manière dramatique. Donc on en a énormément profité aussi. C'est jamais tout blanc, c'est jamais tout noir. J'ai un sentiment ambivalent là autour. Mais ce serait bien effectivement de pouvoir de nouveau rapatrier cette production-là en la transition énergétique. Les technologies de la transition énergétique doivent pouvoir se développer en Europe. On ne peut pas effectivement rater le virage de la batterie, du panneau solaire, de la fabrication des éoliennes aussi et autres. Très bien. Et puis après, une fois qu'on a les panneaux, donc il faut trouver donc le financement. Ça se passe comment? En fait, il faut une campagne de communication pour trouver les coopérateurs, c'est du bouche-à-oreille, c'est des réseaux sociaux, c'est comment ça marche? On a vu dans le film qu'ils ont fait appel de manière gracieuse à des sociétés de communication, etc. C'est assez particulier. Je pense que ça marche qu'une fois à mon avis. J'y avais pas pensé accessoirement, mais on pourrait essayer pour une prochaine. Non, alors là c'est clairement alors nos réseaux locaux. On a eu sur Nyon une très forte implication de la commune avec une conférence de presse, avec le syndic présent. De la communication à tous les niveaux. Et là, on a vu clairement l'effet positif, c'est qu'en gros, je pense que 80 à 85% des parts qui ont été achetées pour la centrale de Nyon, c'est des Nyonnais. Ah oui, donc ça a vraiment eu un effet de communication locale, même si les articles ont été repris par l'ATS. Nos collègues de Fribourg nous ont demandé pourquoi on s'amusait à faire de la pub chez eux pour notre centrale à Nyon. Voilà, ça a été repris très loin, mais surtout ça a eu un effet très local et ça c'est juste vraiment l'effet qu'on recherchait. C'était qu'on ait des gens, alors on a des gens de Lausanne qui ont investi chez nous. C'était pas fermé non plus. C'était pas du tout fermé. On a dans nos clauses un mécanisme qui nous permet de préférer des gens de notre district par rapport à éventuellement des coopérateurs qui viendraient de plus loin. Mais ça serait vraiment si on est submergé de demandes. Et ça, là, on a bien couvert les choses qu'on avait à faire. Donc, on a pu accepter tout le monde, mais un effet local qui est très intéressant. Et oui, il faut de la com, c'est clair. Et là, je pense qu'en l'espace de 2-3 semaines, j'ai 50% des parts qui sont partis tout de suite derrière. Donc, c'était très intéressant. Et ça met aussi, ça met aussi plus de dynamisme dans la population autour de chez nous. Et moi, je me réjouis de faire l'inauguration de cette centrale parce que ça va être une fête. On va inviter les gens.
on espère apéro, etc. Et ça sera des gens du coin. Donc c'est chouette parce que nous, on habite la région, on est tous de la région et on va rencontrer des gens vraiment de notre région aussi. Donc c'est pas, on ne va pas se vendre loin de chez nous, puis on ne revoit plus jamais les gens à part pour une assemblée générale une fois par année. Et au niveau communication, est-ce qu'une structure comme par exemple la SEC peut donner un coup de main ou, oui, ça alors, fait partie de votre rôle? Exactement, et d'ailleurs on l'a fait pour Optima Solar La Côte, donc on a une newsletter, donc on peut diffuser, on a un site web, donc on essaye justement de relayer les informations de nos membres, parce que Optima Solar La Côte est membre du coup de la SEC. Donc oui, ça fait partie effectivement des objectifs qu'on s'est donnés. Et on a besoin de tous ces projets et de beaucoup plus, parce que peut-être quand même, alors je ne sais pas combien de temps on a encore à disposition ce soir, mais il faut dire que la courbe de progression du développement des panneaux solaires posés en Suisse n'est pas en phase d'accélération. Hein. Donc actuellement, c'est plutôt, alors on pose toujours plus de panneaux solaires, mais l'accélération est plutôt, ça a eu tendance à se tasser ces dernières années. À ça. Alors il y a peut-être effectivement la RPC qui est tombée. Peut-être les toits les plus faciles d'accès qui ont été écrémés. Parce que les coûts continuent à baisser. Les coûts continuent à baisser, mais justement ces fameuses conditions cadres qu'il faut toujours un peu boxer pour y faire sa place. C'est pas hyper attractif de se faire racheter le courant par son GRD. Donc finalement, c'est aussi la conséquence de cette politique étriquée qui laisse peu de place à un solaire attractif sur le marché de l'électricité aujourd'hui. Et si on continuait à ce rythme, en fait, on aurait besoin de 300 ans pour couvrir les 70% des toits dont on aurait besoin là, pour couvrir la consommation électrique ensuite. Puis, je répète, pour boucler la boucle, la consommation électrique, c'est un tiers de toute l'énergie qu'on consomme en Suisse. 300 ans, donc on n'a pas le temps d'attendre. Il faut multiplier au minimum par 3, par 5 cette dynamique pour que d'ici 2050, on atteigne à peu près des objectifs raisonnables. On peut dire maintenant le solaire contribue au système énergétique nouveau. Et là, ça ne va pas. Il faut vraiment travailler à votre échelle, au niveau du lobbyisme local, au niveau des coopératives qui se créent, au niveau des GRD, au niveau politique fédéral, pour que les conditions cadres soient beaucoup plus propices. Ça tient aussi des fois au droit de la construction qui est compliqué en fonction des communes, ça peut être plus ou moins épique. Il y a le Denkmalschutz, comme on dit en allemand, donc la protection du patrimoine qui pose des tas de problèmes. Moi, où j'habite, c'est exclu de poser un panneau solaire dans un rayon de 300 mètres. Quoi. Voilà, il y a beaucoup d'obstacles. Sur l'église en Allemagne, ça, je pense que chez nous, il les aurait fait enlever. Oui, mais aujourd'hui aussi, et on l'a vu, sauf erreur, dans d'autres films qui ont été diffusés ces derniers temps à la télévision suisse, etc., qu'il y a possibilité d'intégrer aujourd'hui le solaire de manière extrêmement élégante, même dans des bâtiments historiques ou des tuiles solaires. Donc c'est vrai qu'il faut qu'on sorte uniquement de ce panneau solaire tel la dalle que tout le monde a en tête. Le solaire, il se décline sous toutes sortes de formes différentes. Il peut très bien s'intégrer sur un toit, sur une façade, etc. Et il faut qu'on en pose. Il faut vraiment qu'on en pose. Il est urgent de changer les conditions cadres, de secouer le prunier, quoi, pour que les projets solaires tombent dans le panier. Et puis voilà, j'espère qu'il y aura encore beaucoup de coopératives et d'autres projets qui vont se développer pour contribuer à cette dynamique. Ben voilà, je crois qu'on arrive un petit peu au bout. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter, mais je crois que c'est une bonne conclusion. On compte sur vous pour créer des coopératives ou au moins pour participer à celles qui existent. Je vous rappelle le site We the Power de Patagonia sur Internet. Joindre, investir, construire, c'est le mot d'ordre. Il y a le site aussi de sses.ch où vous trouverez des informations. Il y a quelques autres sites, quelques autres liens que j'ai mis sur le chat aussi. Donc voilà, investissez-vous, investissez tout court et participez dans ces projets. Je ne sais pas s'il y a encore un petit commentaire, un mot de la fin. Ouais, nous je dirais que en tout cas, ça a été dit, cette idée de pluralisme, c'est vrai qu'on ne peut pas non plus prétendre que tout le monde devienne coopérateur, militant, activiste d'un jour au lendemain. Donc c'est vrai que l'énergie citoyenne ou les coopératives, à elles seules, elles ne vont pas pouvoir... Elles ne constituent pas la réponse, mais elles constituent une piste de réponse. Et elles peuvent devenir un acteur clé quand même pour justement accélérer cette production, pas seulement d'électricité, mais d'énergie qui doit être autre. Et puis par rapport à un monde qui devient compliqué, parfois pas très positif, ça fait du bien d'être en chemin sur quelque chose, même si le chemin, nous on sait très bien qu'avec notre coopérative, on va rien sauver.
comme tu as dit, on participe un petit bout à quelque chose. Oui, mais si chacun amène sa pierre, finalement... Voilà. Et puis surtout, la fondatrice de Demain la Côte, elle aime bien citer une phrase, elle dit toujours, elle va se reconnaître, c'est « Agir ensemble, ça rend heureux ». Donc voilà, à un moment donné, on y va ensemble. C'est pas parfait, ça va pas tout résoudre, mais on y va ensemble et puis on est en chemin. Parfait. Alors voilà, vous avez compris, on compte sur vous. Je remercie vous trois d'avoir été présents ce soir, d'avoir participé à cette discussion. Je remercie Patagonia pour le film, l'équipe de Nouprod pour la technique, la Maison de la Rivière pour l'accueil. Et puis, je vous rappelle quand même, je fais encore ma petite pub, je vous rappelle le Festival du film vert du 4 septembre au 17 octobre dans plein de villes en Suisse romande et en France. Et puis tout ça, le film et la discussion seront disponibles en replay pendant une semaine, donc n'hésitez pas aussi à faire partager à d'autres personnes. Peut-être que ce sera aussi sur YouTube après, je ne sais pas, on verra. Voilà, merci beaucoup et bonne soirée.